parlons crowdlending. Avant de commencer le crowdfunding immobilier tel que je le partage le plus souvent aujourd'hui, j'ai commencé avec le crowdlending. Et donc vous comprendrez que si aujourd'hui je suis retourné sur le crowdfunding immobilier, c'est qu'il y a probablement des raisons. Bien que le crowdlending présente quelques avantages, nous allons le voir, eh bien c'est souvent un investissement qui est extrêmement mal compris par les investisseurs et qui par conséquent prennent des risques qui sont parfois inconsidérés. Nous allons revenir sur les différents risques de ce crowdlending. Est-ce que même on peut considérer que c'est un scam à certains égards? Nous allons le voir également. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'investissement. Avant de commencer, n'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo et à vous abonner à Investissement Facile pour me soutenir dans ma création de contenu gratuit. Pour étudier le crowdlending, on va passer par plusieurs étapes. Déjà, on va définir ce qu'est le crowdlending dans le cadre de cette vidéo. À partir de cette définition, nous allons définir les risques du crowdlending pour ensuite en définir les bonnes pratiques et enfin vous donner quelques plateformes qui sont peut-être un peu plus sérieuses que les autres. Aujourd'hui, nous allons parler du crowdlending européen. Qu'est-ce que j'entends par crowdlending européen? Eh bien, c'est le financement de sociétés de prêts. Donc, on finance des sociétés de prêts qui elles-mêmes financent souvent des particuliers ou des toutes petites entreprises. Donc, c'est un marché extrêmement particulier et qui n'existe pas en France à ma connaissance. Il y a beaucoup de plateformes, notamment dans les pays de l'Est. L'investissement au travers d'une société de prêt qui elle-même va fournir son prêt apporte plus de garanties que si nous investissions directement dans les prêts de certains particuliers. On parle de taux pour ces prêts pour les gens in fine qui vont de 15% à plus de 100% en TAEG sur des durées assez courtes. Dans le TAEG, on prend en compte les frais de dossier, etc. et que ça fait gonfler la note et que c'est vraiment du prêt pour des personnes extrêmement fragiles. Alors il y a certains prêts qui sont utiles, des personnes qui sont en difficulté et qui viennent emprunter auprès de ces sociétés qui malheureusement profitent un petit peu de la situation pour leur faire des taux extrêmement élevés, mais d'un autre côté ces personnes-là en ont besoin. Il y a aussi là des personnes qui sont pour la consommation, qui sont surendettées ou proches du surendettement et qui viennent emprunter sur cette plateforme-là. C'est un système sur lequel il faut s'interroger, est-ce qu'on veut y participer ou pas. Cependant, le crowdlending a quand même pas mal de points forts, nous allons le voir, et c'est souvent sur ça que les investisseurs s'arrêtent et ils ne vont pas plus loin. Et donc les gens, qu'est-ce qu'ils voient principalement sur le crowdlending? Souvent, c'est accessible dès 10 €. Ça fait déjà une différence par rapport à la plupart des plateformes de crowdfunding très sérieuses qui sont à partir de 100 ou 1000 €. Donc, ça permet à des plus petits portefeuilles de commencer à investir. On va ensuite avoir tout un ensemble de fonctionnalités d'auto-investissement. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir configurer un robot qui va automatiquement investir pour vous et n'aurez pas forcément à surveiller la plateforme tous les 4 matins. Les rendements, in fine, pour l'investisseur sont souvent assez élevés. On parle de 8 à 17, 18% sur certaines plateformes. Attention, on parle bien de ça, c'est la performance brute affichée. Il y a déjà les impôts, bien entendu, comme pour tout investissement. Il y a en plus les risques que l'on va exposer juste après. Dernier point fort que les personnes affectionnent particulièrement ce type d'investissement, c'est qu'on peut trouver des investissements à très courte durée. On pouvait trouver autrefois assez facilement du 12-13% sur des durées de 1 à 3 mois, ce qui permettait de faire tourner son argent régulièrement et d'avoir une certaine liquidité dans ces investissements-là. Là, j'ai cité le bon côté des choses. Passons maintenant au mauvais côté des choses. Premièrement, le risque le plus évident, c'est la santé de la société de crédit. Parce que les sociétés de crédit qui vont venir sur ces plateformes-là sont pour la plupart extrêmement fragiles. Comme elles sont extrêmement fragiles, ça veut dire qu'elles peuvent faire faillite. Et d'ailleurs, si on regarde les notations de ces sociétés-là, les plus grosses sociétés sont effectivement notées par les plus grosses agences de notation comme Moody's, etc. Eh bien, ces sociétés-là sont extrêmement mal notées. Ce qui veut dire qu'elles sont avec des perspectives qui sont extrêmement fragiles et potentiellement elles peuvent faire faillite. En deuxième risque, on va avoir le taux de change. En effet, le taux de change va jouer un grand rôle sur beaucoup de ces investissements. Si vous investissez sur des sociétés qui sont hors Union européenne, il y a un risque de taux de change avec des sociétés en Russie, avec des sociétés en Asie, etc. Et au moindre choc macroéconomique, au moindre choc géopolitique, eh bien, le taux de change peut largement varier. D'ailleurs, on peut prendre un exemple relativement simple et récent, ça va être le début du conflit russo-ukrainien. Le rouble, au début du conflit, avec toutes les sanctions et la panique des investisseurs, s'est fortement déprécié. Il s'est retrouvé à perdre plusieurs dizaines de pourcents en quelques jours, et par conséquent, eh bien, c'est quelques dizaines de pourcents que les sociétés devaient rembourser en plus si elles ne s'étaient pas couvertes sur le taux de change. De manière plus générale, dès qu'un événement un peu particulier arrive à un endroit du monde, eh bien, si une société y est exposée, ça peut poser problème. On peut revenir sur la pandémie de 2020. En 2020, sur Mintos, pas loin de 30% des sociétés de crédit ont fait faillite. On va parler d'un truc qui m'énerve au plus haut point sur ces plateformes de crowdlending. Et là, je vais parler des garanties. Parce que ces garanties sont exprimées comme étant extrêmement fortes. On a un buyback sur la plupart des plateformes. Si un prêt est en retard de plus de 30 ou 60 jours, eh bien, vous allez être remboursé automatiquement. Alors,
Sachez que ces remboursements sont l'équivalent d'une garantie à la première demande en crowdfunding immobilier. C'est la société mère ou la société qui va se porter caution, sauf que ça marche tant que la société est plutôt en bonne santé. Du jour au lendemain, moi je l'ai vu lors de la pandémie, je l'ai vu lors de différents événements, lors de différentes faillites, eh bien du jour au lendemain, on peut se retrouver avec 100% des prêts d'une société qui se retrouve en défaut. Je parlais tout de suite de garantie à la première demande. Il faut se rendre compte que lorsqu'on a une simple garantie à la première demande sur un projet immobilier, je le cite comme un point faible parce que c'est une garantie qui n'est pas suffisante. Et même pour les plus grosses sociétés en immobilier, je ne juge pas cela différent. On prend toujours des garanties, soit de caution personnelle, soit des garanties sur le projet immobilier en lui-même. Enfin, on arrive avec la petite cerise sur le gâteau, ça va être le risque légal, réglementaire. Parce qu'aujourd'hui, toute cette activité n'est pas régulée. Voilà, il n'y a pas de mots, il n'y a pas d'autre chose à dire. Si vous allez sur ces plateformes-là, vous allez marcher à la confiance. Il n'y a pas de régulateur derrière qui regarde comment sont fait cette activité de crowdlending. On a vu depuis 2020 un certain nombre de scams arriver. On peut parler par exemple de Fast Invest, de Grupir dans lequel moi j'ai perdu environ 1000 €. On peut parler de Quetzal, on peut parler de Investio. Bref, bien sûr, toutes les plateformes ne sont pas des scams, mais même les plateformes les plus sérieuses, à un moment où elles seront en difficulté, peut-être qu'elles prendront des raccourcis, peut-être qu'elles feront des erreurs, peut-être qu'elles séquestreront pas correctement les fonds des utilisateurs sur un compte à part, et puis qu'elles mélangeront un petit peu leur trésorerie avec l'argent des utilisateurs, et ça, il y aura personne, absolument personne, pour venir le vérifier. Et ça, c'est tout le problème, parce qu'aujourd'hui, on peut pas savoir à 100% si une plateforme va être sérieuse. Bon, malgré tout, il y a un nombre de risques, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour investir sur ces plateformes-là? Est-ce qu'on doit y investir déjà? C'est une première question. Alors selon moi, oui, vous pouvez y investir. C'est une aberration quand je vois certaines personnes qui mettent 50 000 € sur une plateforme. J'espère que derrière, ils ont un capital de 2 ou 3 millions, parce que sinon, ça n'a aucun sens. Ça me met en colère de voir ce genre de choses-là, parce que ça met à risque l'épargne de personnes qui ne vont pas aller aussi loin que j'ai pu le faire au cours de ces dernières années, parce que juste, c'est pas leur métier, ils n'ont pas le temps d'aller regarder tous ces détails-là. Et donc, oui, on peut investir, on va se concentrer sur certaines plateformes un peu sérieuses dont je parlerai juste après, et surtout, on va respecter un certain nombre de bonnes pratiques. Déjà, vous l'aurez compris, comme on peut passer de 100 à 0 sur une société, avoir 25 projets sur une société n'a absolument aucun sens. C'est bien de faire tourner, ayez entre 2 et 5 projets peut-être, ou 10 projets maximum sur une société, mais n'allez pas ultra diversifier, ça ne sert à rien. Le jour où cette société fera défaut, vous ne recevrez plus rien. Maintenant, combien on met sur une société? Sur une société qui n'est pas très grosse, donc par exemple sur Mintos, vous avez beaucoup de sociétés, sur Peerberry, vous avez beaucoup de sociétés, eh bien sur les sociétés qui sont les moins grosses, il faut aller se renseigner du coup sur les sociétés, il faut aller voir leur chiffre d'affaires, il faut taper leur nom sur internet, aller chercher leur chiffre d'affaires, et sur les petites sociétés un peu fragiles, je pense qu'il ne faut pas dépasser le montant que vous metteriez, vous, sur un projet de crowdfunding immobilier. Donc si votre ticket en crowdfunding immobilier est de 100 € sur une société, vous mettez maximum 100 €. Et si on met sur les plus grosses sociétés comme peut l'être Robocash par exemple, vous allez mettre 2 fois à 2 fois et demi le montant que vous metteriez sur un projet de crowdfunding immobilier sur Robocash dans son ensemble. Parce que Robocash finalement c'est un groupe et c'est toujours la même société, c'est toujours le même groupe sur lequel on investit. Et il faut bien raisonner en tant que groupe de sociétés et non pas en tant que société individuellement. D'ailleurs globalement il faut mieux rester sur les sociétés les plus grosses. Ça vous évitera bien des tracas et bien des défauts puisque ce sont les plus petites sociétés qui ont fait défaut généralement sur les différentes plateformes. Dernier point, si vous voulez investir, restez sur des zones que vous maîtrisez. C'est-à-dire, n'allez pas investir au Kenya, n'allez pas investir dans un petit pays d'Asie, même dans un grand pays d'Asie, restez sur la zone euro pour limiter les risques. Pour illustrer mon propos sur la partie sélection de prêts, je vous propose de passer sur Mintos. Mintos qui nous permet de filtrer de manière très fine sur les prêts que l'on peut définir. Donc j'ai défini certains critères là pour répondre à ce qu'on expliquait précédemment. Donc on a des prêts seulement en euros sur des pays qui ont pour monnaie l'euro puisque vous pouvez éventuellement prêter à des sociétés en euros mais qui elles prêtent derrière dans leur pays qui serait du coup potentiellement au Kazakhstan ou autre dans d'autres pays, ce qui apporte un risque de change. Donc il faut se concentrer sur ce type de prêt, ce qui nous permet quand même d'obtenir des taux relativement intéressants, nous allons le voir, même si le nombre de sociétés est relativement limité lorsqu'on parle de taux aussi intéressants. Pour aller plus loin, j'ai cliqué sur le nom du groupe et aller voir un petit peu ce que propose ce groupe et on se retrouve là par exemple dans ce groupe avec de l'exposition à différents pays.
Le problème de cette exposition à différents pays, c'est par exemple ici, pour la société Mogo Loans SRL, on va se retrouver en Moldavie avec des prêts en euros. Et donc si la monnaie moldave s'effondre, eh bien potentiellement cette société pourrait souffrir et donc le groupe pourrait souffrir. La possibilité de s'exposer à cette société-là est intéressante, mais doit être limitée, parce qu'on a par exemple, on a aussi de l'Albanie, du Kenya, de la Macédoine, etc. Tous ces pays-là ne sont pas dans la zone euro et cela pose potentiellement des... Autre point que l'on peut observer ici, c'est que on a les TEG effectifs facturés aux emprunteurs. Et là, on voit ce dont je parlais tout à l'heure sur le côté éthique. Est-ce que vous êtes prêt à financer des prêts qui sont potentiellement sur plusieurs années à des taux aussi faramineux? Et je pense que certains d'entre vous auront un blocage à financer ce type de taux. Si on va sur un autre groupe, avec Delfin Group, on s'aperçoit que Delfin Group propose des prêts uniquement en Lituanie, et donc ça peut être intéressant dans notre cas, potentiellement de mettre 2 fois le montant que l'on mettrait en crowdfunding sur cette société-là. Donc pour moi qui est souvent des tickets à 1000 €, peut-être mettre 2000 € maximum sur cette société, en sachant que cette société propose des taux à 14,5%. Ce n'est pas complètement déconnant de s'exposer un petit peu pour augmenter notre rendement final, en sachant qu'il y a tous les risques que nous avons évoqués précédemment. Maintenant que l'on a vu un petit peu les bonnes pratiques pour investir, quelle plateforme choisir? Je vais simplement vous dire de rester sur les grands classiques. N'allez pas chercher trop exotique parce que vous allez vous exposer généralement à des sociétés qui sont en dehors de l'Europe, qui ont donc un niveau de risque accru par rapport aux autres. Moi, en tout cas, je resterai, si aujourd'hui je dois réinvestir, sur des grands classiques comme les sociétés les plus solides sur Mintos, comme Robocash également, qui sont exposés soit à l'Europe, soit à des pays qui sont quand même plutôt développé et sur lequel le risque est assez contenu. On va aussi avoir Peerbury avec le groupe à qui appartient Peerbury, qui est un groupe relativement solide. Et enfin, Via Invest qui va distribuer ses propres prêts, qui est une plateforme un peu moins connue, qui offre des rendements un peu plus faibles, mais qui derrière, c'est une société qui est relativement solide. Si vous voulez regarder un peu d'autres plateformes mais qui sont pour moi plus risquées, vous pouvez vous diriger également vers un Lender Market, Swapper, Yuvo Group, Esketit par exemple. Pour en terminer, si vous avez aimé mon contenu, surtout abonnez-vous à la chaîne d'Investissement Facile et aimez la vidéo, ça permet de la mettre un peu plus en avant dans l'algorithme de YouTube et un petit peu de propulser Investissement Facile parmi toutes les autres vidéos sur le sujet de l'investissement. J'essaye d'aborder ces sujets de la manière la plus sérieuse possible et je compte aborder d'autres sujets dans les prochains mois. Ça peut être intéressant pour moi d'être mis en avant pour toucher un public un peu plus large. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.